Voilà, donc comme je l'ai un petit peu annoncé, je savais que mon propos allait recouvrir en partie celui de François. Donc je l'avais prévu large pour pas trop me superposer directement, mais je vais quand même passer rapidement sur certaines choses. Voilà, nos ancêtres. Je vais faire plein d'hommages là. Leurs objectifs, qui ont été repris en partie par le mouvement dans lequel nous nous sommes inscrits, nous autres les pédagogues des musiques traditionnelles, leur position idéologique alternative, dont nous avons hérité en partie. Là, nous nous trouvons à la fin dans juste l'après 68. Le premier stage auquel j'ai participé, vous me voyez sous les bras, c'est la fin des années 70. Vous reconnaissez peut-être Marc Perron, Dominique Paris. On pourrait croire qu'ils font de la musique auvergnate. Pas du tout, parce que c'est visiblement pas une bourrée qui est dansée. Je suppose que c'était un rondeau. Je suppose qu'il tourne à l'envers, que c'est Emmanuel Paronin qui le mène avec son petit foulard dans la main. Donc on était en recherche de sources, on s'en réclamait beaucoup. C'était quand même encore un peu flou. Et puis arrivent les années 70, je reviens sur Fleuret, donc vous allez voir la photo. On le voit sur les deux images, grand collectionneur d'instruments de musique exotiques. Il avait une collection de près de 500 instruments, qui a été après légué à la Galerie Sonore d'Angers. C'est son travail dans les jeunesses musicales, effectivement, qu'il avait mis en relation. Enfin, tout a été lié. Il avait une passion quand même pour les musiques extra-européennes et il a beaucoup voyagé, grâce aux jeunesses musicales en particulier. J'ai mis en dessous ce qui me semble la phrase clé qu'il a menée, qui a conduit son action, en grande partie en tout cas, c'est toutes les musiques sont égales en dignité. Il a voulu, jusqu'à lui, le ministère de la Culture ne s'intéressait qu'aux musiques classiques, que ce soit dans la diffusion ou que ce soit dans l'enseignement. Donc sur les deux plans, artistiques et éducatif, pédagogique, il a voulu ouvrir en grand les portes. Une de ses actions principales, ça a été la création de cette division de l'action musicale, qui intégrait toutes ces musiques qui, jusqu'à présent, avaient été hors circuit, ministère de la Culture. Elle s'était débrouillée toute seule. Donc, il y avait, vous voyez à gauche, la chanson, le jazz, les variétés, au pluriel. Et puis vous voyez à droite les musiques populaires, traditionnelles, chorales, pratiques amateurs. Et c'est dans cette division que Bernard Lorta-Jacob apparaît pour la première fois. Il est chargé de mission, mais il est censé s'occuper de beaucoup de choses. Il n'a pas que les musiques traditionnelles à gérer, et encore moins que les musiques traditionnelles françaises. Il a eu un travail très large. Et cet organigramme est valable jusqu'en 85. Après 86, changement d'Assemblée nationale, retour de la droite. Chirac devient Premier ministre. Maurice Fleuret s'en va. Et Bernard Lorta-Jacob est parti avec lui. Donc là, voilà Bernard Lorta-Jacob, qui est simplement chargé de mission à cette division. Et qui sera chargé, donc, entre autres, de faire entrer les musiques traditionnelles, toutes les musiques traditionnelles, pas que les musiques traditionnelles françaises, dans l'institution, et avec un axe idéologique qui est résumé là par Michel Fontès. Nous avons voulu faire en sorte que les établissements d'enseignement s'ouvrent à d'autres musiques que la musique savante ou classique, comme on voudra, de telle façon que cette innovation, déjà perturbatrice en soi, parce que ça faisait entrer pas mal de petits jeunes nouveaux, viennent aussi modifier les enseignements classiques. C'est dit d'une autre façon, la fameuse parabole du verre et de la pomme. Résultera de cette volonté d'ouvrir l'enseignement institutionnel à d'autres musiques un premier schéma directeur que voilà, en 1984. Vous avez sûrement repéré le petit paragraphe musique traditionnelle, mais il est flou. Le voilà là. Donc ça, c'était la pensée de Bernard Lorta-Jacob pour
un premier département de musique traditionnelle dans l'institution. On voit qu'il a mis musique ethnique, on ne sait pas trop ce que ça recouvre, ethnomusicologie, lutherie, ateliers, instrumentaux, vocaux, chorégraphiques. On s'aperçoit, avec un peu de surprise rétrospective, en tout cas ça a été mon cas, qu'il n'est pas prévu de cours d'instruments, contrairement à musique ancienne et jazz, où il y a vraiment là des cours de pratique instrumentale. Donc je pense que pour comprendre la pensée de Bernard Lothar-Jacob, à qui personnellement je rends hommage bien volontiers, c'est que son credo à lui, c'est une phrase qui serait très difficile à tenir aujourd'hui, c'est que les musiques traditionnelles sont des musiques à enjeu communautaire. Donc effectivement, il a, pour ce qui est de la diffusion musicale, l'idée de cette casa musicale de Pigne, qui était inscrite dans une région et qui devait à la fois être un centre de ressources, mais aussi un centre de diffusion. Et pour lui, les départements de musique traditionnelle doivent jouer un petit peu ce rôle, donc en lien avec des communautés. Pour ce qui était du Limousin, par exemple, je sais qu'il avait l'idée de... Le mot centre était complètement exclu du vocabulaire de Maurice Fleuret. Maurice Fleuret ne voulait pas entendre parler de centre. Il était dans une politique qui allait au contraire vers un maximum d'éclatement, si on peut dire, de régionalisation poussée le plus loin possible. Donc, pour le Limousin, je reviens à la pensée de Bernard Lothar-Jacob, il avait eu idée de construire on disait un peu auberge musicale aussi, autour de la personnalité de Zanda Meliao, au Moulin de Forgeneuve. Il se trouve que Bernard Lothar-Jacob était copain avec Jean-Marie Carlotti. Et c'est vrai que c'est tout un mouvement régionaliste qui a eu aucun rapport avec la FMDT, mais qui a existé et qui perdure aussi en partie, je pense, jusqu'à nos jours, qui a quand même formé aussi des gens, une espèce d'école, même si elle est peu visible, elle a existé. Là, je m'inscris un peu dans ce que voulait peut-être dire Jacques, sans en être tout à fait sûr, mais il y a vraiment eu des mouvements régionalistes qui n'ont eu aucun rapport avec la FMDT ou avec ce qui est devenu après les centres en région. Donc, on comprend, d'après le schéma de Bernard Lothar-Jacob, que ces pôles de musique traditionnelle dans les conservatoires sont des espèces de petites auberges musicales. Le projet qu'on a déposé, nous, en 83 à Limoges, d'ailleurs, je l'ai toujours, ne prévoyait pas de cours individuels d'instruments. Et c'est toujours une question que je me pose à l'heure actuelle, puisque mon intervention est une suite de questionnements. Est-ce que vraiment le cours individuel d'instruments doit avoir la place qu'on lui a donnée par la suite? Mais je n'y répondrai pas complètement, parce qu'évidemment, on peut avoir des avis différents. Quand il s'agit de professionnaliser des gens de haut niveau, effectivement, le cours individuel est indispensable. Pour une pratique amateur, j'en suis pas persuadée. Suite de l'aventure, autres inspecteurs qui sont également des ethnomusicologues, d'abord Michel Delannoy, qui est à droite sur la photo, puis Jean-Pierre Estival. Donc, nous, premiers intervenants dans les conservatoires, on va avoir des objectifs multiples. Et on va essayer de, si je peux me permettre l'expression, courir un maximum de lièvres à la fois. Et on est toujours dans cette axiologie. Relation au tissu populaire, c'est quand même ça qui avait été au départ de l'affaire. Seulement, il se passe en cours de route, disparition du monde rural, de tous ces grands ancêtres qu'on avait eus, tous ces violonneux, tous ces danseurs, tous ces chanteurs qu'on avait rencontrés. Ils meurent les uns après les autres. Les générations qui suivent s'intéressent beaucoup moins à cette culture. On est maintenant, j'y viendrai à la fin de mon exposé, dans une perspective très différente, où le tissu rural lui-même n'est pas forcément très intéressé par son propre patrimoine. Donc on a quand même essayé de s'inscrire dans le tissu rural, si on peut dire, souvent contre l'institution, parce que l'institution elle-même, elle a été demandeuse de transversalité, ou quelquefois d'un calque de ce qui se passait en musique classique. Disons tout de suite qu'il y a eu une ambiguïté dès les premiers DE, parce que les DE ont été
appelés DE d'instruments de musique traditionnelle, alors que le CA était un CA de musique traditionnelle. Donc cette appellation instrument ouvrait des voies complètement différentes de pratique de n'importe quoi, si je peux dire, la musique classique par exemple, ou sur la mandoline. On a vu après des gens arriver au DE qui jouaient du Vivaldi et qui voulaient avoir un DE d'instruments de musique traditionnelle. On a eu beaucoup de cas compliqués. Donc il a fallu, et il faut encore beaucoup de volonté pour continuer de s'articuler avec le milieu populaire. Là j'ai mis des photos de fête de Saint-Jean. Là, une fête à Limoges où c'est là qu'on va tester le son. Frérie des petits ventres, où on a quelquefois essayé de glisser des chabrettes. La chabrette, c'est vraiment l'instrument qui pourrait être emblématique de Limoges, mais Limoges ne le sait toujours pas. J'en mets pas long parce que j'ai prévu un peu trop. Voilà, fête de la pomme, des noces. Deuxième axe d'articulation, le monde associatif. Avec toutes les associations de proximité, il s'agit d'une relation constitutive. On organise beaucoup de bals, trad ou folk, l'appellation a évolué. En voilà deux. Comme l'a dit François, les relations ont souvent été beaucoup plus problématiques avec les fédérations importantes et les structures institutionnalisées. Beaucoup d'arguments ont été portés par écrit, ont été dits et redits. Personnellement, j'y vois quand même des situations de rivalité, tout simplement. Ces nouveaux pôles de musique traditionnelle dans les conservatoires pouvaient porter ombrage à des associations. Et puis aussi, j'y vois une volonté de la part de la FMDT de s'affranchir de la tutelle ministérielle. Les inspecteurs étaient des ethnomusicologues, ce qui fait qu'au sein de la FMDT, on a entendu de plus en plus le discours que les sources, finalement, on s'en fichait un peu, qu'il fallait que la valeur à prôner, c'était le métissage. Donc là, bon, je ne vais pas m'y étendre, il y aurait beaucoup à dire. En tout cas, notre enseignement a été très dénigré, y compris à l'intérieur du ministère de la Culture lui-même, dans d'autres secteurs que celui de l'enseignement. Ce qui fait qu'on a créé en 2001 cette association, l'AEMT, pour nous défendre, pour nous fédérer, et puis pour être un lieu de discussion, si on avait besoin d'une espèce de squelette national, de moment où nous retrouver. Et cette association continue de bien fonctionner. Il a fallu quand même qu'on réponde aux demandes de l'institution, et ça c'est quelque chose de pas très compliqué, créer des transversalités avec les collègues qui sont toujours très demandeurs. Donc là j'ai mis 2 ou 3 diapos, on a fait des choses avec la musique ancienne, ça va souvent un peu de soi, Vielle et Chabrette en particulier. Avec les profs de formation musicale, là il y a énormément de demandes. J'avance. Avec les classes de tuba, par exemple, ici, j'ai mis un autre exemple. Je passe. On a eu aussi la chance, toujours à Limoges, d'avoir des directeurs extrêmement bienveillants et intéressés par nos musiques et ayant envie d'en faire la promotion. Là, notre directeur, Alain Voirpi, avait écrit une œuvre et m'avait demandé certains standards limousins qui pourraient faire écho un peu dans le public. Et là, Concert des Cités Unies, c'est des concerts qui font venir les jeunes des cités jumelles avec Limoges. Il avait intégré la Chabrette sur des tas d'air, mais en particulier l'hymne régional qui s'appelle Turlututu. Et au moment où, bon là je vais vous montrer que le début où il joue au ralenti, mais quand les gens l'ont reconnu,
Il y a eu un souffle dans le Grand Théâtre, il y a quand même 2000 spectateurs, qui était incroyable. Tout le monde avait « Oh !» C'est pas très fort quand même, hein. Moi je suis au maximum. Là, personne ne l'avait reconnu encore. Bon, attends, j'en remets pas plus aussi parce que j'ai prévu large. Après, le thème était traité avec humour, ça devenait à la fois la valse de Ravel, et puis aussi la belle Hélène d'Offenbach. Ah, zut, le célèbre air de Paris, quand il a rencontré... Voilà, mais maintenant je sais attendre il y avait un glissement subtil. Pendant longtemps, il faut bien dire que le conservatoire, dans tous ses documents officiels, a dit qu'on était, le département de musique traditionnelle, le fleuron du conservatoire. Après, depuis peu de temps, on est traité d'un... Je vous en parlerai par la suite. On est toujours le fleuron dans son cœur, mais concrètement, c'est plus exactement pareil. Donc, à côté de toutes ces transversalités qu'on a voulu créer et renforcer, faire fructifier, on a eu besoin aussi d'avoir des projets internes qui redynamisent. Le boulot de pédagogue, c'est quand même créer de la motivation et renouveler sans arrêt cette motivation, celle des élèves et aussi celle des profs. Donc, il y a eu des projets divers. Là, on a fait divers CD en vente dans toutes les bonnes boutiques, donc celle qui est dans le hall. On a fait des voyages aussi, donc des échanges de classe. Là, il s'agit d'un échange des violons avec ceux de Brest. On a participé à des événements. Là, c'était un hommage aux maçons de la Creuse. Et donc, comme je le disais un peu tout à l'heure, on a quand même toujours essayé de garder une cohérence dans notre enseignement avec ce qui se passait ailleurs. Et cette cohérence a pu se maintenir par les examens, les textes, et puis aussi par la MDT dont j'ai parlé tout à l'heure. Et en particulier, je crois qu'il y a un texte qui a été complètement fédérateur et qui reste une épine dorsale sur laquelle on s'appuie, une espèce de credo, qui est la fiche B2 du schéma d'orientation pédagogique, le lien aux sources locales, l'oralité, le rapport à la danse et l'ancrage social. Selon les lieux, évidemment, tout le monde n'a pas forcément les 4 axes vraiment solides. Là, je vais passer vite. Et maintenant, je vais passer à l'état des lieux et, suite des questions, les défis qui me semblent à relever maintenant. Un état des lieux décevant, si on en croit le rapport de Bob Revel, que voilà, donc la musique traditionnelle n'est pas entrée dans les institutions comme on pouvait l'espérer il y a 30 ans ou un petit peu moins. Il faut dire que ce n'est pas du tout évident, parce qu'on a besoin d'enseignants qui soient experts à la fois sur des instruments, mais aussi sur des cultures régionales. On n'est pas interchangeable, on est la seule matière, si on peut dire, enseignée dans les conservatoires, où un prof qui a un CA ne puisse pas être nommé ou un DE n'importe où. Deuxième problème, désengagement du ministère de la Culture quant à l'enseignement spécialisé, donc les postes d'inspecteurs qui ont disparu, la fin du secteur musique traditionnelle depuis 2008, Jean-Pierre Estivaladus consacré à des tâches diverses. Là, j'ai mis, on ne le verra peut-être pas très facilement, la question d'Yves Daniel, qui était plutôt axée sur l'avenir de la FMDT au ministère de la Culture, et une réponse est surlignée en jaune ce qui nous concerne, qui nous renvoie un petit peu au secteur associatif, en ayant l'air de dire qu'il ne se passe finalement pas tant de choses que ça dans les conservatoires et qu'il faut se rapprocher des associations, ce qui est bien pratique pour se défausser.
La disparition du bureau de musique traditionnelle et des concours nationaux a fait qu'il y a eu une disparité de plus importante des DE à l'intérieur des CFEDEM et par la VAE. Mais bon, la MDT avait alerté le ministère depuis longtemps sur le fait que les CFEDEM délivrent des DE qui peuvent être très différents de l'un à l'autre. La crise, suppression de postes sous contrat. Alors voilà, nous qui étions le fleuron, on a appris qu'on était devenu enseignement périphérique. Et parmi les premiers menacés, comme la musique ancienne, comme certains postes de FM aussi. Départ à la retraite problématique en l'absence de titulaire du CA, parce que les postes ont été créés. C'est pas facile de transformer un poste, en fait. Un poste de prof, il ne peut pas être si facilement que ça transformé en poste d'assistant. Je voudrais quand même pas avoir un discours trop pessimiste, parce qu'il y a quand même des postes qui sont créés pour le moment. Il y a des opportunités, il faut que des gens soient convaincus aux bons endroits, dans les bons moments. Je sais que par exemple en Creuse, il y a un projet de création de classes horaires aménagées spécifiques musique traditionnelle. Là tout à l'heure, j'ai eu le grand plaisir d'apprendre que Sophie venait d'avoir un poste pour la Boudègue à Carcassonne. Tout n'est pas bouché, mais il ne faut pas croire non plus qu'il y a 30 ans, la situation était facile. Notre projet, on l'a déposé à Limoges en 83, on a démarré en 87. Il a fallu convaincre beaucoup de monde. Et l'institution, effectivement, n'était pas forcément facile à convaincre. Autre problème quand même de notre temps, celui-là, je vous disais tout à l'heure que le discours de Bernard Lorta-Jacob, les musiques traditionnelles sont des musiques en enjeu communautaire, est beaucoup plus difficile à tenir de nos jours que maintenant. Le mot communauté est parfois, quelquefois, devenu un gros mot. Le mot identité est devenu un gros mot aussi. Et j'en donne pour exemple ce qui s'est passé à Châteauroux l'année passée, enfin il y a 2 ans déjà. Les postes de Vielle et Cornemuse ont été très très atteints. C'était des postes à temps complet de profs, c'est devenu quasi des mi-temps d'assistants, payés sous contrat, très peu payés. Les profs ne relèvent pas le défi. Enfin, non, on ne peut pas dire que ça soit même ça. Les profs n'ont pas envie d'être payés à coups de lance-pierre. Et les classes de violon et traditionnel et accordéon diatonique ont été supprimées. À côté de ça, discours du maire de Châteauroux, figure éminemment sympathique, au grand sourire. Les ancêtres des Berrichons, finalement, ce n'est pas les Berrichons, c'est les Américains. Et soutien massif à un festival qu'ils ont appelé, je ne sais pas, on doit le voir quelque part, qui a duré 3 jours. Alors là, il y a eu pendant qu'on supprimait les classes au conservatoire qui ne coûtaient pas forcément très très cher, on a soutenu massivement une festivité américaine. Bon, évidemment, il n'est peut-être pas inutile de signaler l'appartenance politique de ce maire, qui en même temps qui supprimait aussi les Républicains, vous l'aviez deviné, qui en même temps qu'il supprimait des postes au conservatoire, l'a dit qu'il le faisait parce que les subventions ministérielles avaient diminué, voire disparu. Donc c'était aussi une façon de s'opposer au gouvernement socialiste. Autre défi à relever, les communautés dans lesquelles les jeunes générations insèrent leurs pratiques maintenant ne sont que rarement populaires et régionales, ou sont parfois. De nouvelles formes de sociabilité très liées au festival sont apparues. À ce titre, je signale, mais je salue en même temps, parce qu'il y a eu un énorme travail pédagogique de fait à Gentine par Bernard Coquelet et sa compagne, et plus tard à Saint-Gervais. Là, beaucoup de jeunes se sont motivés, ont découvert le monde des musiques traditionnelles. Ça a été une porte d'entrée, mais avec donc une espèce de curiosité, comme on l'était peut-être aussi il y a 30 ans, largement dispersée, et qui après peut se recentrer. Et il faut dire que la motivation des jeunes est souvent maintenant l'attrait pour des esthétiques, pour ces traditions musicales, l'attrait pour la convivialité des pratiques, plus que l'attrait pour des cultures paysannes qui sont malheureusement extrêmement peu visibles maintenant et qui sont plutôt de l'ordre du musée que de l'observation directe. Dernière chose, l'avancée du néotrad qui est un peu liée au point précédent, et je vais terminer avec
cet événement occitan, qui me semble particulièrement bienvenu dans le cadre de nos rencontres, vous voyez que le néo-trad ne cesse de se développer et mêle musique traditionnelle et sonorité moderne. Ce mouvement populaire et festif réunit danseurs et mélomanes pour le plaisir de tous. Avez-vous dansé un cercle circassien sur la musique de Star Wars? Et je termine sur cette question existentielle. Merci. Alors, est-ce que quelqu'un a une réponse à la question ou d'autres questions? Pas de questions? Et le dernier point, ça pose vraiment la question de la responsabilité qu'on peut avoir dans les établissements, dans le cadre dans l'enseignement qu'on peut leur proposer. Et ça veut dire aussi, on est une génération qui vieillit, on est plus proche de la fin de l'activité professionnelle en tant que telle. Merci. Et ouais, mais on se rejoint là-dessus, hein, Françoise. Et c'est justement la connaissance aussi de ce que sont les gamins, dans quel univers ils vivent. Si on fait abstraction de ça, on ne pourra pas adapter aussi. Il faut avouer, il faut reconnaître aussi que cette musique-là, elle évolue. Donc les terrains changent. On a grandi, nous, avec on s'est construit avec un environnement musical et les jeunes arrivent aussi avec un autre environnement. Donc quel est maintenant l'équilibre à avoir, quels sont les moyens pour... ça reste une question, hein, je n'ai pas la réponse, c'est une réflexion, mais ça pose vraiment cette problématique-là. Je crois que, enfin, ce n'est pas une vraie réponse, mais il me semble qu'à l'avenir, comme dans le passé, on a à travailler la motivation des élèves et à d'abord peut-être les accompagner dans la voie d'où ils proviennent, de ce qui leur plaît, puis après leur ouvrir d'autres chantiers. Pour ça, on a quand même besoin de centres de documentation aussi assez importants. Françoise, tu as bien dit évidemment qu'on s'était créé cet outil grâce à toi en grande partie. Donc, je te fais un hommage avec l'AMDT, ouais. Bien sûr, pour faire une espèce de contre-pouvoir et tout ça. Bon, je pense que quand même du côté AFMDT, tout n'est pas perdu. Et je pense que quand même pour être dans les deux structures, je pense qu'ils sont très très secs sur la question de la transmission, mais quand même ils sont demandeurs qu'on y soit présent. À la dernière AG AMDT, à laquelle certains étaient présents, on a décidé d'ailleurs d'adhérer à la FMDT. On pense qu'une page a été tournée maintenant et qu'on a quand même intérêt à se serrer les coudes aussi dans les temps difficiles qu'on traverse. Du point de la déconnexion, afin de dire par exemple que les jeunes ne connaissent pas, ça oui, le monde rural et qui ne s'y intéressent pas. Alors qu'ils ne le connaissent pas pour beaucoup, mais enfin, ça dépendra des régions aussi, et qui ne s'y intéressent pas, mais on ne peut pas s'intéresser à quelque chose dont on ne nous parle jamais non plus. C'est peut-être un problème de l'enseignement, parce que au moins dans la Gascogne pyrénéenne, on n'arrête pas de parler dans l'enseignement, par exemple, de fermes pédagogiques, de visite du milieu, d'initiation au monde. Alors, rural, c'est peut-être un peu restrictif, justement, mais du territoire qui nous entoure. Et puis, d'un autre côté, il y a l'enseignement de la musique. Et puis, d'un autre côté, il y a l'enseignement de la langue régionale. Et chacun fait son enseignement. C'est aussi la part de celui qui enseigne, mais aussi la part des structures qui font qu'on enseigne. On va enseigner la langue complètement déconnectée de tout ce qui va être le territoire et de ce qui va être aussi un peu la musique, sauf qu'on les fait chanter, heureusement, quand même, aux enfants. Et chaque chose se fait
chaque matière ne vit que pour elle. Moi, j'ai participé, par exemple, dans toute l'année précédente aux fameuses TAPS là, scolaires avec des enfants du cours moyen deuxième année dans une région très très riche en patrimoine depuis la préhistoire, enfin, le bas commun, où on a des sites préhistoriques et on a jusqu'à de la décadence industrielle moderne, mais avec toutes les époques et avec un patrimoine aussi musical intéressant dans le bas Comminges, et avec des choses justement qui étaient complètement déconnectées de ce qu'ils entendaient à l'école. Par rapport à l'école, ils ne savaient pas qu'à 2 km de chez eux, ils avaient une des plus importantes villas romaines, et dans cette villa romaine, il y avait des représentations d'instruments de musique. Mais ceux qui vont faire de la musique ne s'intéresseront pas à ces représentations d'instruments de musique antiques, qui parfois ont des prolongements dans la musique traditionnelle locale. Et dans ces cas-là, justement, et inversement, moi j'ai eu le plaisir avec la dizaine d'enfants qu'on avait, justement, de voir que quand on leur posait des questions, même sur ce qu'ils voyaient autour d'eux, ils se disaient « Ah oui, mais on voit ça, on connaît ça, il y a telle chose, il y a ce château fort. » Et puis bon, les troubadours, si vous avez entendu parler, voilà, ça se passait dans ce contexte. Vous voyez, il y a un peu trop cette vision. Enfin, la France est en train de crever de son système administratif, de son poids, de cette inertie énorme. Et si on franchit un peu les frontières, d'ailleurs on est beaucoup plus près ici de la frontière sud de la France que du centre de la France, qui pense souvent pour nous, et à cette table on se rend compte un peu qu'on pense pour nous du côté de la capitale et de ses environs. Et si on voit un peu à côté ce qui se passe, on va voir des jeunes, par exemple, qui font dans leur langue locale, que ce soit du catalan, du basque ou que ce soit des dialectes aragonais, qui font des chansons d'amour pour jeunes de maintenant, avec la musique de maintenant, avec le vocabulaire de leur dialecte, qui font ces choses-là. Et ici, ça ne se fait pas, ou si jamais ils essayent de le faire, de toute façon, ils n'ont pas de moyens de diffusion. Ça aussi, c'est encore à voir. C'est-à-dire qu'il faut un peu, justement, ne pas voir la musique hors sol, la notion de connaissance du territoire hors sol, l'enseignement de l'histoire, de la géographie, etc. etc. À Limoges, on a intégré un prof d'occitan dans le département de musique traditionnelle. Mais ça a été extrêmement difficile à négocier. Il a seulement 2 heures. Et on a la chance que ce soit quelqu'un qui est passionné par la culture rurale, donc qui apporte sans arrêt des témoignages et puis qui organise des balades aussi. On dise local que rural. Oui, mais c'est le cas parce qu'il fait. Parce que les artisans, par exemple, etc. Il fait visiter Limoges aussi. Oui, bien sûr. On a la chance que ce soit une personnalité extraordinaire et aussi que ça soit la création du DEM qui m'ait permis de lui trouver 2 heures pour ça. C'était très très difficile à négocier. Ça fait pas partie normalement de l'organigramme d'une structure d'enseignement de musique. Pour le coup de rural, juste un petit exemple limousin. Je ne sais pas si ça existe encore, mais il y a à peu près une trentaine d'années, vous aviez une tradition extraordinaire à Limoges, urbaine, de confiseurs pour les fêtes des rameaux. Ah oui, c'est bon, on en a parlé. On en a parlé en Occitan. C'est pas rural, c'est local. C'est pour ça que c'est un peu quand même en perte de. Essayons d'avoir des schémas mentaux autres que hexagonaux et nos ancêtres. Oui, non, mais quand j'ai montré aussi la Frérie des Petits Ventres, c'était à Limoges, c'est des raccourcis. Je vois encore 2 questions et puis on arrêtera la discussion pour cette dernière communication. Je voulais alimenter un peu la question de la fin, qui est comment on se relie avec les jeunes générations. Moi, je me pose 2 questions. D'abord, à quel niveau et avec quelle institutionnalisation on établit des passerelles entre l'enseignement général et l'enseignement en conservatoire et en association, c'est-à-dire qu'il y a aussi toute une jeunesse qui est à toucher dans l'enseignement général, donc un collège, lycée. Alors, en sud-ouest, ici, l'accès à la musique traditionnelle, il passe aussi par les fêtes, par le rugby, par donc d'autres milieux dans lesquels participent les jeunes et avec lesquels ils ont contact avec la musique. C'est un premier niveau. Et je crois que le questionnement qu'on a à se faire aussi dans nos générations, c'est un changement de paradigme en termes de communauté. C'est-à-dire ce qu'on appelle communauté, qui a une connotation régionale, locale ou pas, ou culturelle. Il me semble que les jeunes à l'heure actuelle, youtubeurs, beaucoup sont dans une recherche de communauté, mais le terme de communauté, ce que ça englobe, élargi à autre chose, qui est une espèce de communauté transversale. En ça, on rejoint peut-être une partie de l'enseignement de la musique traditionnelle, qui n'est pas forcément de maître à disciple. Il n'y a pas forcément de passeur, mais on est dans quelque chose qui se reçoit. Alors c'est très compliqué, mais il me semble qu'on est encore dans une réflexion qui
qui, dans nos générations, fonctionnent par cloisonnement. Et je crois que là, on a vraiment une grosse question institutionnalisable, peut-être, de ce que c'est que la transversalité. Je finis sur ce mot-là parce que c'est aussi dans le schéma directeur des lycées, la question de la transversalité. Je crois que nos générations n'arrivent pas à penser ça. Nous, comme un outil qu'on a pu utiliser, c'est les classes à horaires aménagés, mais on est peu nombreux, il y aurait énormément à faire, on touche quelques gamins. Et moi, j'essaye de faire aussi un peu de formation des instituteurs par la CPEM de la Haute-Vienne, mais c'est pareil, on arrive aux limites de notre énergie et du temps qu'on peut y consacrer. Et c'est vrai qu'il n'y a pas de médiatisation, c'est ça le problème numéro 1 pour nous, je pense, c'est que les gamins ne connaissent pas du tout ce secteur. Mais on a 2 entrées pour l'éducation nationale. Oui, monsieur. Moi, je voulais revenir à l'article qu'il y a eu où tu as montré le maire de Châteauroux en train de faire un festival sur l'Amérique alors qu'on est en train de supprimer des postes d'enseignants dans le conservatoire. Et justement, je voulais faire cette remarque, c'est que j'ai l'impression qu'on observe de plus en plus de la part des collectivités locales en particulier, mais des financeurs publics en général, vers une orientation de la culture, vers de l'événementiel, donc quelque chose qui se voit, donc tout à fait dans une logique électoraliste, tout à fait dans une logique de pouvoir, où on montre quelque chose pour les gens, donc du pain et des jeux, quoi, grosso modo, aux dépens d'un investissement plus structurel, c'est-à-dire un enseignement orienté vers la jeunesse, mais vers l'ensemble des gens qui en ont besoin ou qui en expriment le besoin. Qu'est-ce que tu penses de ça? Oui, tout à fait. Là, bon, je mène toujours des tas de luttes. Là, je suis en train j'ai lancé une pétition contre le parc. Vous l'avez vu passer là, un parc de la musique où on trouverait tout d'un coup de l'argent local à foison pour construire des instruments géants. Le plus grand piano du monde, le plus grand violon du monde. Il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre ambition que celle-ci. Et on croit attirer plein de monde. En même temps, Frédéric Châtel a mis un petit commentaire en disant « Mais si on commençait par acheter des violons pour les écoles de musique ?» Et c'est vrai que là aussi, on est dans le spectaculaire, mais c'est des espèces de folie des élus, d'aller dans... de ne pas voir le long terme, quoi, de toujours voir les prochaines élections. Voilà, un constat amer et pas nouveau. Merci. Bon, je crois que cette première séance est terminée. Je crois que nous pouvons encore applaudir tous les intervenants.